Vous arrive-t-il d'entendre un son et de percevoir presque instantanément une couleur spécifique? Vous pourriez faire partie d'un groupe particulier de personnes, environ 4% de la population mondiale, capables d'éprouver la synesthésie. Ce n'est pas vous qui imaginez des choses. Une nouvelle étude tente à démontrer que la synesthésie est bien réelle, et des scanners du cerveau en attestent. Lorsque ces personnes synesthésiques entendent des couleurs, les scans révèlent que les parties de leur cerveau liées à la vue et au son communiquent entre elles. Étant donné que la synesthésie semble être de nature génétique, certains chercheurs ont choisi 3 familles où cette caractéristique était présente. Ils ont ensuite joué avec le séquençage de l'ADN et comparé les gènes des membres synesthésiques d'une même famille à ceux qui en étaient dépourvus. Ils n'ont toujours pas complètement cerné cette caractéristique unique, mais ils sont parvenus à la restreindre à quelques 37 gènes possibles. Parfois, après une sieste dans une position inconfortable, vous avez peut-être ressenti des picotements ou un engourdissement dans votre bras ou votre jambe. Vous pourriez penser que cela a tout à voir avec une mauvaise circulation sanguine. Mais en fait, cela pourrait être dû à une petite chose que l'on appelle la paresthésie. C'est lorsque votre corps commence à ressentir des sensations inhabituelles parce que vos nerfs sont comprimés ou irrités. La paresthésie peut vous donner n'importe quoi. D'une sensation de brûlure à cette sensation gênante que votre bras ou votre jambe ne répond plus du tout. Elle pourrait même y ajouter des démangeaisons ou ces bons vieux fourmillements caractéristiques. Normalement, cela ne devrait pas vous prendre plus de 30 minutes. Secouez vigoureusement la partie du corps affectée, et cela pourrait accélérer le processus. Si cela dure plus longtemps, ou si vous avez des épisodes répétés de paresthésie sans raison apparente, il est préférable de consulter un spécialiste pour s'assurer que tout va bien. Vous savez ce qui vaut également la peine d'être vérifié? Si vous avez déjà donné un pouce bleu à cette vidéo, et si vous êtes abonné à la chaîne. Vous savez, juste pour être sûr de ne rien manquer. En temps normal, vous ne pensez jamais à votre estomac ou à toute la chimie qu'il contient. Pouvez-vous imaginer si un jour cette substance disparaissait tout simplement? Elle contient de l'acide chlorhydrique qui est également utilisé dans les engrais, le caoutchouc et l'acier. Si jamais vous l'inhalez, vous aurez de sérieux problèmes de respiration et dans votre nez. Chaque fois que vous mâchez quelque chose, votre estomac commence à produire ces sucs gastriques. Ils sont utiles car ils peuvent décomposer les protéines, activer la pepsine, éliminer toutes les bactéries que vous avez pu avaler sans même le savoir, et signaler à votre nourriture de se diriger, vers la sortie. Sans cet acide, la nourriture resterait juste là, se transformant en un terrain de reproduction pour les bactéries. Les protéines et les nutriments ne seraient alors pas absorbés. Votre déjeuner pourrait rapidement passer tel quel à travers votre système digestif, et vous finiriez par expulser de la nourriture non digérée. Il y a une raison pour laquelle les coupures de papier font si mal. Pour commencer, elles se produisent sur le bout de vos doigts, qui sont des zones très sensibles. C'est parce qu'ils sont pleins de récepteurs, qui sont comme les réceptionnistes de votre corps, vous aidant à déterminer la taille, la forme, la texture et la température des choses que vous touchez. Lorsque vous vous coupez avec du papier, ces récepteurs sont instantanément sollicités, envoyant des informations désagréables au cerveau. Les coupures de papier ne ressemblent pas non plus à une coupe nette faite par un couteau bien tranchant. En raison de l'émoussement des bords de la feuille, cela expose encore plus vos récepteurs. Les coupures de papier ne saignent pas beaucoup et ne coagulent pas bien non plus, ce qui laisse les nerfs à vif et aggrave encore plus l'inconfort. Nous utilisons toujours nos mains, donc ces coupures continuent de se rouvrir, prenant un temps infini pour guérir. Le papier est souvent traité avec des produits chimiques qui peuvent irriter votre peau de surcroît. Le déjà-vu semble frapper de nulle part. Vous n'êtes pas un sorcier et vous ne communiquez pas non plus avec les esprits de l'au-delà. C'est simplement votre cerveau qui fonctionne mal. Selon les médecins, le déjà-vu se produit lorsque 2 parties du cerveau ont un peu de mal à se comprendre. Ces 2 parties sont situées de chaque côté de votre crâne, juste au-dessus de vos tempes. Elles sont un peu comme les cartes mémoire de votre cerveau et vous aident à vous souvenir de certaines choses, comme les lieux ou le visage des autres personnes. Elles décortiquent même les émotions et sont en charge du langage. Maintenant, dans chacune de ces zones du cerveau, que l'on appelle les lobes temporaux, existe une région appelée l'hippocampe. Celle-ci est responsable de la mémoire à court terme. Parfois, le cerveau peut rencontrer de petits dysfonctionnements,
confondant l'hippocampe. C'est alors que nous ressentons le déjà-vu. Tout ce processus perturbe votre mémoire de reconnaissance, vous donnant cette étrange sensation que vous avez déjà été là auparavant, ou que vous avez déjà rencontré une personne que vous voyez pour la toute première fois. C'est un processus tout à fait normal, et vous êtes plus susceptible d'éprouver le déjà-vu si vous avez entre 15 et 25 ans. Il semble également que les personnes qui voyagent beaucoup ou ont la capacité de se souvenir de leurs rêves le ressentent plus souvent. Il est difficile d'imaginer qu'une civilisation tout entière puisse survivre sans que personne ne soit capable de voir. Cela semble fort improbable, et voici pourquoi. D'abord, imaginez essayer de cultiver des récoltes sans même pouvoir voir ce que vous faites. La préparation du sol deviendrait un cauchemar car, sans la vue, nous nous perdrions dans le premier champ de blé, sans aucun point de référence. Récolter ne serait-ce qu'un peu de cette nourriture ne serait pas non plus chose aisée. Des animaux pourraient se cacher partout prêts à nous nuire. La communication serait aussi compliquée, car nous ne serions pas capables de lire quelque chose sans le toucher. Même nos vies sociales seraient différentes. Sans yeux, nous devrions nous fier aux voix. Se confier à quelqu'un sans savoir qui d'autre écoute? Merci bien. Si vous avez déjà mangé un piment très épicé, vous savez qu'il n'est pas techniquement chaud, en termes de température. Alors pourquoi a-t-on l'impression qu'il nous brûle, même s'il vient tout juste de sortir du réfrigérateur? Eh bien, les aliments épicés contiennent des composés chimiques qui trompent notre corps pour qu'il altère son thermostat interne. D'abord, nos lèvres et notre langue ont la sensation d'être en feu. Ensuite, notre nez commence à couler et l'on peut même verser une larme ou deux. Les vaisseaux sanguins se dilatent et soudain, notre température corporelle augmente. Pour refroidir les choses, on commence alors à transpirer. Nos poumons peuvent également participer et signaler à notre diaphragme de produire des hoquets, dans le but de chasser cet irritant intrus. Dans la plupart des cas, tous ces déclencheurs corporels sont causés par une substance appelée capsaïcine, souvent trouvée dans les piments forts comme le habanero et le piment de Cayenne. Même si nous avons parfois l'impression de bouger pendant que nous rêvons, ce n'est pas le cas grâce à un système complexe dans notre corps. Celui-ci empêche nos muscles de faire toutes sortes de choses extravagantes liées aux folles histoires que notre cerveau pourrait inventer pendant la nuit. Il s'avère que l'essentiel de cette chimie cérébrale se produit pendant la phase de sommeil paradoxal, ou REM, environ 90 minutes après que vous vous soyez endormi. Pendant cette phase, votre cerveau connaît des rêves parmi les plus étranges, tandis que vos muscles volontaires, comme vos bras et vos jambes, sont désactivés. Ce blocage musculaire est la raison pour laquelle certaines personnes se réveillent et ne peuvent pas bouger, éprouvant ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Le grand mystère était de savoir comment les muscles entraient dans cet état de paralysie. Au début, les chercheurs pensaient que la glycine, un neurotransmetteur, en était responsable. Les recherches ont montré que même si l'on bloquait la production de glycine, les muscles restaient figés. Il a fallu un peu plus de temps aux scientifiques pour découvrir que pour maintenir ces muscles immobiles, il faut à la fois de la glycine et une autre substance chimique de communication, appelée GABA. Nous ne sommes pas aussi velus que nos ancêtres, mais nous avons toujours la chair de poule quand nous avons froid. C'est à cause de ces petits muscles dans nos follicules pileux, appelés muscles érecteurs du poil, qui tirent ces derniers vers le haut. Pour les animaux à fourrure, cette caractéristique les aide à rester au chaud, mais pour nous, elle n'accomplit pas grand-chose en termes de chaleur. Cependant, nous et quelques autres créatures moins poilues avons conservé cette capacité au fil des ans. Des expériences ont été menées pour en savoir plus sur cette chair de poule. On a trouvé 3 acteurs clés, ces muscles érecteurs du poil, les nerfs sympathiques et les follicules pileux. Lorsqu'on a tenté d'influer sur les nerfs, la croissance des poils a ralenti. Ces nerfs et nos follicules pileux travaillent de concert, créant des synapses chimiques. Ainsi, la chair de poule n'est pas seulement une solution rapide pour surmonter une basse température. Elle pourrait aussi communiquer à nos cellules souches de faire pousser plus de poils à long terme. C'est pourquoi la perte de ces cellules musculaires pourrait être liée à la calvitie. Si ça sent le poisson chez toi, et que tu n'as pas mangé de saumon depuis un moment, il est peut-être temps de vérifier tes installations électriques.
Cette odeur nauséabonde peut signifier que tes câbles se sont effilochés, que ton disjoncteur est défectueux ou que tes circuits sont en surchauffe. Ne savais-tu pas que ces câbles dégageaient une odeur bien plus désagréable qu'un sandwich au thon oublié au soleil? Appelle donc ton électricien et fais tout vérifier au plus vite. Mais si c'est une odeur d'œuf pourri qui flotte dans l'air chez toi, appelle tout de suite un plombier. Tes canalisations sont probablement contaminées, mais tu peux également sentir une telle odeur si ton chauffe-eau est défectueux. Ou il peut encore s'agir d'une fuite de gaz. Les fabricants ajoutent au gaz naturel un produit chimique à l'odeur désagréable, afin que les gens puissent remarquer immédiatement la moindre fuite. L'odeur suivante n'est pas aussi facile à remarquer qu'une licorne dans Central Park, alors écoute bien. As-tu déjà senti une odeur bizarre juste avant d'allumer ta cuisinière? Il s'agit de monoxyde de carbone, et il est très important de le savoir. Car ce gaz sournois peut être extrêmement dangereux si tu en inhales une trop grande quantité. Et le pire, c'est qu'il est totalement inodore. Quelle est donc cette odeur bizarre? C'est en fait ce qu'on ajoute au gaz pour t'avertir qu'un danger te guette. Alors, la prochaine fois que ta cuisinière sent mauvais, dis-toi bien que ce n'est peut-être pas à cause des lasagnes de la veille. Il n'est pas rare de trouver de la moisissure chez soi aux endroits où il y a de l'eau stagnante. Par exemple, lorsqu'une fuite se cache derrière les murs. Les spores de moisissure peuvent se développer dans ces zones humides et peuvent causer de graves problèmes de santé. Les punaises de lit ont un faible pour les chaussures. Elles adorent s'y cacher, mais seulement dans certaines conditions. Si tu possèdes une paire de chaussures que tu ne portes presque jamais, attention, des punaises pourraient or bien s'y être installées confortablement. Mais ne t'inquiète pas, il existe une astuce pour tenir ces bestioles hors de tes souliers. Les chaussures en cuir sont un peu trop lisses pour que les punaises puissent s'y glisser. Il est donc peu probable que tu en trouves là. Les baskets, en revanche, sont l'un des endroits préférés de ces insupportables insectes. Toutes ces textures et motifs intéressants sont parfaits pour se cacher. Donc, si tu veux empêcher les punaises d'y entrer, porte-les régulièrement. Elles n'aiment pas beaucoup être remuées. Et qui sait, tu pourrais même en écraser quelques-unes au passage. Ça vaut la peine d'essayer. Alors vas-y, enfile tes baskets et montre-leur qui est le patron. Tes pieds et ta santé mentale t'en remercieront. Si tes narines sont assaillies par une odeur désagréable, il est aussi peut-être temps de vérifier ton matelas. Des études scientifiques récentes ont révélé qu'un matelas de 7 ans peut abriter plus de bactéries qu'un film de science-fiction se déroulant dans l'espace, plus de 16 millions d'unités formant colonie pour 6 cm². De quoi donner envie aux plus courageux d'entre nous de dormir dans une combinaison spéciale. Mais n'aie crainte, il existe une solution à ce problème. Il s'agit du bicarbonate de soude, le héros méconnu de l'entretien ménager. Saupoudre un peu de cette poudre magique sur ton matelas, laisse reposer une demi-heure et passe le temps avec quelque chose d'amusant. Les vidéos de chats marchent à chaque fois, puis passe l'aspirateur dessus. Et voilà, ton lit sentira plus frais qu'un champ de marguerites au printemps. Ne laisse pas ces satanées bactéries prendre le dessus. Et qui sait, peut-être que ton matelas rafraîchi t'incitera à faire de beaux rêves, ou tiendra tout au moins les cauchemars à distance. As-tu déjà remarqué que ta serviette sent parfois un peu le monstre des marais? Oui, c'est parce que tu l'utilises depuis trop longtemps. Pour éviter les bactéries, change de serviette après 3 utilisations. Et si tu veux vraiment bannir ces germes nauséabonds, sers-toi du bicarbonate de soude de temps en temps. Ton nez et, si tu ne vis pas tout seul, tes colocataires t'en seront reconnaissants. Si ta salle de bain sent le marécage, c'est peut-être à cause d'un peu d'eau stagnante ou d'un résidu dans tes canalisations. Ne t'inquiète pas. Si le plombier ne peut pas venir aujourd'hui, tu peux remédier à ce problème en versant quelques gouttes de ton huile essentielle préférée sur ton rouleau de papier toilette. Il ne s'agit pas d'une solution à long terme, mais au moins tu respireras un peu mieux. Passons maintenant à cette vilaine brosse de toilette. Verse un peu de détergent parfumé dans son petit seau ou fabrique ton propre parfum avec de l'eau distillée et de l'huile essentielle. Cela éliminera les bactéries et l'huile essentielle dissimulera les mauvaises odeurs. Assure-toi simplement que tu n'as pas d'allergie à l'huile de ton choix. Savais-tu que de la moisissure peut se former dans ton lave-vaisselle? Dégoûtant, n'est-ce pas? Lance un cycle de chaleur sèche, sans vaisselle, mais avec du vinaigre blanc. Veille à bien rincer l'intérieur, y compris les filtres et les panneaux. Et si ton panier à couvert a l'air un peu moisi, trempe-le dans un peu de détergent antibactérien dilué avant de le rincer soigneusement. Parlons maintenant des bruits bizarres dans ta maison. Les cliquetis et les claquements en hiver ou en automne peuvent provenir de la mise en marche de ton chauffage. Si de la vapeur condensée est coincée dans les tuyaux, essaye de purger tes radiateurs. Si tu entends un bouillonnement, il peut s'agir d'une fuite d'eau ou de sédiments dans ton chauffe-eau. Coupe l'eau principale et écoute. Si le bruit s'arrête, appelle le plombier. Si ce n'est pas le cas,
essaye de vidanger le réservoir. Quand tu emménages dans une nouvelle maison, vérifie bien les murs et les plafonds. La peinture fraîche pourrait cacher quelque chose. Alors demande à ton propriétaire ce qu'il en estimate. Et évite les plafonds grenus. Non seulement ils sont laids, mais ils contiennent de l'amiante. L'amiante est comme un bol de pâtes alphabet. Il est composé de toutes ces fibres cristallines difficiles à prononcer. Mais méfie-toi de ces noms farfelus. L'amiante est un dur à cuire. Il peut résister aux températures élevées, aux produits chimiques et même à l'électricité. Pas étonnant qu'on en ait tant fait usage dans la construction autrefois. L'amiante est un ninja rusé. Il peut se décomposer en fibres si minuscules qu'elles flotteront dans l'air pendant des jours et des jours. Et en respirant accidentellement ces fibres, tu laisses entrer quelque chose de dangereux dans tes poumons. Alors attention, évite donc l'amiante et protège tes poumons. Sois prudent si tu rénoves une vieille maison. Ce matériau toxique pourrait se trouver dans sa toiture. Les bactéries responsables des odeurs adorent faire la fête dans l'évier et dans le drain de ta cuisine. Et ne parlons même pas du broyeur à ordures, une véritable discothèque pour bactéries. Mais il existe une solution amusante. Une fois par semaine, organise ta propre fête en invitant 6 glaçons, un cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 3 fines tranches de citron et un cuillère à café d'eau de javel dans ton broyeur. Mets la musique à fond, allume le broyeur et laisse les glaçons agir. Une fois la fête terminée, rince le tout à l'eau froide pendant 30 secondes. Et voilà, un évier propre et frais. Ton nouveau canapé et tes nouvelles armoires pourraient secrètement libérer des gaz nauséabonds dans l'air. Oui, c'est vrai. 16 gaz, appelés composés organiques volatiles ou COV, peuvent irriter ton nez et ta gorge. Et comme si cela ne suffisait pas, ils peuvent même te donner des maux de tête et des vertiges. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Si tu peux, ouvre tes fenêtres pour faire circuler l'air frais. Et si tu cherches à acquérir de nouveaux meubles ou objets pour la maison, renseigne-toi sur les options à faible teneur en COV. Ton nez te remerciera. Et puis, qui voudrait vivre au milieu de meubles malodorants ? Et non, il n'est pas possible de voir la Grande Muraille de Chine depuis l'espace. C'est un mythe qui nous laisse songeurs, mais ce n'est rien de plus qu'une idée reçue. La NASA l'a confirmé, et maintenant tu le sais toi aussi. Pourtant, la muraille est un endroit magnifique. Et aujourd'hui, c'est ton jour de chance, on va t'y emmener. Alors boucle ta ceinture. Nous nous rendons en Chine, le plus grand pays d'Asie et le 3e plus grand territoire au monde. Et avec ses plus d'1,3 milliard d'habitants, toujours le plus peuplé d'aujourd'hui. Même si l'Inde s'en approche et prendra probablement bientôt la première place. La Chine est également l'une des nations les plus anciennes au monde, avec 3500 ans d'histoire écrite ininterrompue. Mais la civilisation existait déjà avant cela. Les historiens estiment que la Chine n'a pas été peuplée par des colons venus d'ailleurs à l'origine. La civilisation chinoise s'est très probablement formée à partir des populations locales de l'âge de pierre, qui vivaient sur ce territoire depuis la préhistoire. Il n'est donc pas étonnant que le pays regorge d'histoire et de monuments anciens. Et nous allons t'en montrer quelques-uns. Nous sommes à la Grande Muraille. Elle fait plus de 21 000 km de long, soit presque 5 fois la distance qui sépare New York de Los Angeles. Ou encore un peu plus longue que la distance entre le pôle Nord et le pôle Sud. C'est impressionnant en soi, même à notre époque. Bien sûr, elle ne s'est pas faite en un jour. À vrai dire, la muraille a été érigée au fil des siècles. Tu sais sans doute que les cités anciennes étaient entourées de remparts pour protéger leurs habitants des envahisseurs. Eh bien, les villes chinoises en avaient aussi. Le premier empereur de Chine a unifié le pays en 220 avant Jésus-Christ. Et a eu une idée aussi brillante qu'ambitieuse. Transformer toutes les enceintes de toutes les villes en une gigantesque muraille qui défendrait la frontière de l'Empire. C'est ainsi que le processus a débuté, et au début, la muraille n'était faite que de terre battue et de bois. Chaque empereur successif reprenait le projet de la Grande Muraille, la renforçant, l'étendant et la réparant au fur et à mesure, mais apportant aussi à chaque fois des techniques plus modernes de construction. Certains ont favorisé les briques pour ériger la muraille, d'autres des blocs de granit et de marbre. Les tours de guet et les plateformes n'existaient pas non plus à la base. Elles ont été rajoutées 19 siècles après le début de la construction. La muraille n'est donc pas très homogène en termes de matériaux, mais cela ne fait qu'ajouter à son charme et montre le temps et les efforts qu'elle a nécessités. Tu peux remarquer que certaines briques portent des inscriptions gravées. Elles ont été laissées par les ouvriers en charge de ces travaux. Ces inscriptions avaient pour but de garantir la qualité. Elles recèlent une mine d'informations telles que l'emplacement, la qualité de pierre et les fonctionnaires responsables de la construction. Ainsi, en cas de problème lié aux matériaux ou à la conception, on savait tout de suite qui était le responsable. N'oublie pas non plus que la muraille est toxique.
Pour éviter qu'elle ne soit attaquée par les insectes, de l'arsenic, un fameux poison, a été inclus dans sa construction. Mieux vaut donc ne pas la lécher, des fois que tu aies ce genre de lubie bizarre. La construction s'est arrêtée à la fin du 19e siècle, parce que la muraille avait perdu son importance stratégique et militaire en raison des progrès technologiques de par le monde. Les murs d'enceinte sont beaucoup moins pratiques qu'auparavant, leur efficacité étant même proche de zéro. La construction a donc duré plus de 2000 ans, ce qui en fait toujours le plus long projet de construction au monde. Hélas, aujourd'hui, la Grande Muraille fait plutôt pâle figure. On estime que seulement 8% de ces murs sont encore en bon état, le reste étant considérablement endommagé. En outre, environ un tiers de la muraille a disparu sans laisser de traces, en raison de l'érosion naturelle et des dégâts causés par l'homme. Par ailleurs, de nombreuses briques ont été retirées du mur au cours du siècle dernier, pour être utilisées dans la construction des fermes et des maisons. Aujourd'hui encore, le mur est déconstruit pierre après pierre, mais cette fois-ci par les touristes. Bon nombre d'entre eux en dérobent une pierre en guise de souvenir. Cela fait beaucoup de cailloux, sachant que plus de 50 millions de touristes visitent la Grande Muraille chaque année. Nous n'emporterons donc pas de souvenirs de notre voyage d'aujourd'hui, mais nous en conserverons simplement la mémoire. Visitons à présent la cité interdite. Il s'agit d'un palais impérial dont la construction aura duré 16 années et s'est achevée il y a 600 ans. Aujourd'hui encore, c'est le plus grand palais au monde. Il compte 980 bâtiments et plus de 8000 pièces. Pourquoi la dit-on interdite ? Eh bien, il y a des siècles, les gens comme vous et moi ne pouvaient aucunement se promener dans les rues de cette cité, car elle était considérée comme un lieu sacré destiné à abriter l'empereur. Personne ne pouvait entrer ou sortir de la ville sans sa permission. Aujourd'hui, les Chinois l'appellent plus souvent l'Ancien Palais, enfin l'équivalent en mandarin qu'on ne va même pas essayer de prononcer. Sa conception n'est pas du tout due au hasard. Ces détails reflètent l'architecture traditionnelle chinoise et même les couleurs sont choisies en accord avec la philosophie Feng Shui. Les toits de la ville sont jaunes, ce qui représentait le pouvoir suprême de l'empereur. La plupart des murs et des piliers de la ville sont rouges, représentant le feu, la terre et la robustesse. Les sols y sont faits de briques d'or. Il ne s'agit pas d'or à proprement parler, mais étonnamment, elles sont tout aussi précieuses. Il est très difficile de les fabriquer et surtout de reproduire cette technique ancienne. 2 dalles originales de la cité interdite ont été vendues pour 800 000 yuan, soit 106 000 euros. On peut également voir des statues d'animaux sur le toit. Tout comme les couleurs, ceux-ci portent une signification dans la culture chinoise. Les dragons, les phénix et les lions sont les plus puissants. Les dragons symbolisent la force et la bonne fortune et occupent une place centrale dans cette culture. Ils apparaissent partout, dans les idiomes chinois, les légendes, l'astrologie, l'art, etc. Dans la Chine ancienne, les empereurs étaient considérés comme des fils de dragons. Il semble donc que les Targaryens de Game of Thrones ne soient pas les seuls après tout, et que les gens ordinaires n'avaient même pas le droit de détenir des objets à l'effigie du dragon. Quant au phénix, dans la mythologie chinoise, sa rare apparition lors de l'accession au trône d'un nouvel empereur était un signe de bon augure. Dans le Feng Shui, il est également un symbole de chance. Et lorsqu'il est utilisé à bon escient, il est censé apporter une énergie positive à la maison. Les lions, quant à eux, sont synonymes de force et de puissance. On les trouve toujours en paire, un mâle et une femelle, et ils sont les gardiens du lieu. Le nombre de statues d'animaux sur le toit suffit à indiquer l'importance du bâtiment. La cité est faite de bois et sans aucun clou. Ceux-ci étaient associés à la violence et n'ont donc jamais été les bienvenus. Tu peux imaginer qu'une ville toute en bois présente de sérieux risques d'incendie. Il suffirait d'une petite étincelle pour que la cité, dont l'histoire remonte à 6 siècles, soit rapidement réduite en cendres. La prévention des incendies est donc prise très au sérieux. La cité interdite dispose d'une variété d'équipements de lutte contre les incendies. Et il existe même une brigade spéciale de pompiers qui connaît le plan de la ville comme sa poche et qui la surveille tous les jours. En te promenant dans la ville, tu remarqueras quelque chose de tout à fait inhabituel. Aucun oiseau ne se pose jamais sur ces toits. Lors de la construction de la cité, on a tenu compte des oiseaux et les ingénieurs ont érigé ces toits d'une façon particulière, afin qu'aucun oiseau ne puisse s'y poser ou y demeurer. Les arêtes des toits sont plus larges que les griffes des oiseaux et la pente de chacun est surélevée. De plus, les toits sont faits de tuiles glissantes, de sorte que les volatiles ne peuvent pas du tout s'y tenir. Qu'avait-il contre les oiseaux ? Eh bien, de cette façon, la ville reste plus propre et plus majestueuse. Il n'y a certes pas d'oiseaux, mais il y a plus de 100 chats qui rôdent dans la ville. Ils jouent d'ailleurs un rôle important dans cette histoire.
Certains de ces chats descendent directement de la famille impériale. Vois-tu, 2 des dynasties qui ont occupé la cité interdite possédaient des chats. Ces dynasties se sont ensuite effondrées, mais les chats sont restés dans la ville et y ont vécu depuis lors. Bien sûr, quelques chats errants se sont ajoutés à la famille impériale au fil des ans. Mais personne ne s'en préoccupe, et aucun test ADN n'a été effectué pour déterminer lequel pouvait bien être un authentique Aristochat. D'après tout, ils arpentent tous la ville de la même manière, chassent les souris et peut-être quelques oiseaux égarés, et protègent la cité. Tous les chats sont donc les bienvenus. Le Titanic a coulé le 14 avril 1912, emportant avec lui tous les biens des passagers ainsi que les équipements du navire dans les profondeurs sombres des océans. Ces objets ont patiemment attendu d'être retrouvés jusqu'en 1985. Malgré la rapide disparition du navire, des plongeurs dans de petits sous-marins ont réussi à récupérer de nombreux artefacts de l'épave. Si tu te demandes à quoi ressemblent ces objets surprenants, alors suis-moi. Un certain nombre de musées possèdent des collections d'objets du Titanic ayant été récupérés par des plongeurs ou donnés par des survivants et leurs proches. Certains de ces objets sont même vendus aux enchères. Alors si tu es prêt à dépenser une jolie somme pour un artefact unique, pourquoi pas? Le premier artefact sur ma liste est la montre de poche de John Chapman, passager du Titanic en lune de miel avec sa femme Elizabeth. Quand le paquebot a heurté l'iceberg, Elizabeth a eu une place dans un canot de sauvetage à côté de son ami, Emily Richard. Mais M. Chapman ne pouvait monter. Fidèle à son amour, Elizabeth s'est détournée de l'embarcation en disant « Adieu. Si John ne peut pas monter, alors moi non plus. » C'est là une démonstration poignante de l'amour véritable. Peu après, le navire a sombré. La montre de poche de Chapman, soigneusement examinée par les experts, révèle un détail déchirant. Elle s'est arrêtée vers l'heure du naufrage. Te souviens-tu de la scène emblématique du film Titanic où l'orchestre du navire continuait à jouer alors que celui-ci sombrait? Le violon, joué par le vrai musicien, a été vendu aux enchères pour 1,7 million de dollars en 2013. On dit que l'orchestre a joué « Nearer, my God, to thee » alors que le paquebot sombrait. Puisque nous avons évoqué le groupe, nous pourrions également faire la lumière sur un morceau de musique trouvé sur le navire. C'était la chanson « Put your arms around me, honey ». Étant donné que le papier se détériore presque instantanément au contact de l'eau, c'est un miracle de voir ces documents. Le menu du déjeuner fait aussi partie des documents papier préservés. Vêtus de leur belle tenue, les passagers en première classe savouraient leur déjeuner sans savoir que c'était le dernier. Cet objet unique a été vendu aux enchères pour 122 000 dollars. Les repas étaient adaptés à la classe, par exemple. On dégustait de la dinde rôtie, de l'agneau de printemps ou du haddock au four en première classe. En comparaison, un déjeuner en troisième classe était composé de soupe de riz, de pain frais, de rôti de bœuf et de sauce brune. Il y avait aussi des biscuits de cabine que les passagers mangeaient pour atténuer le mal de mer. En plus du menu, un billet VIP a également été récupéré. Le numéro du billet reste lisible. 342. À la 5e place, on a des échantillons de parfums édouardiens. Un chimiste du nom d'Adolphe Saalfeld a embarqué sur le Titanic avec divers échantillons de bouteilles de parfum. Pourquoi les avait-il avec lui? Eh bien, Saalfeld prévoyait d'ouvrir une parfumerie en Amérique. 61 flacons de parfum ont coulé avec le navire. Heureusement, leur propriétaire a survécu. Mais ces échantillons ont coulé et n'ont été redécouverts que récemment par les plongeurs. Lorsqu'on fait tomber une assiette par accident, elle se brise généralement en morceaux. Mais as-tu déjà imaginé récupérer une assiette intacte du Titanic? Eh bien, c'est possible. Les vaisselles originales de la White Star en sont la preuve. Apparemment, chaque classe de passagers avait non seulement des repas différents, mais aussi des assiettes différentes. Les assiettes retrouvées ont un motif floral vert et marron, une bordure dorée et un logo au centre. Au fait, elles sont vendues aux enchères et sont disponibles en ligne. Poursuivons avec des histoires personnelles émouvantes. La romance de Rose et Jack dans le film est fictive, mais le navire a certainement été le témoin de nombreux récits romantiques. Voici une lettre d'amour pour le prouver. Les messages nous racontent la vie à bord pendant les derniers jours. Cette lettre, datée du 10 avril, a été écrite par Kate Buss. Elle mentionne entre autres qu'elle avait le mal de mer ou encore qu'elle devait dîner dans une demi-heure.
Cette lettre n'était pas la seule que les plongeurs ont remontée à la surface. Par exemple, il y a la lettre qu'Esther Hart a écrite à sa petite fille Eva. La lettre a été vendue aux enchères pour 119 000 €. Il s'agit probablement de la dernière lettre ayant été écrite à bord, puisqu'elle a été écrite seulement 8 heures avant la tragédie. Elle n'est pas trop endommagée car elle était dans la poche du manteau du mari d'Esther. Une autre lettre qu'on peut mentionner est celle du docteur John Simpson. C'est un de ses derniers mots à sa mère. Laisse-moi te présenter Edith Rosenbaum. Elle était à bord avec son cochon porte-bonheur. Edith avait été gravement blessée dans un accident avant de prendre le paquebot. Sa mère lui avait donné ce jouet pour la soutenir pendant sa convalescence. En réalité, c'était une boîte à musique en forme de cochon. Edith s'en est servie pour apaiser les jeunes effrayés dans son canot de sauvetage. L'objet suivant est le sifflet de Lillian Winifred Bentham, une passagère en 2e classe. Au cours de cette terrible nuit, Lillian était dans sa cabine. Elle ne croyait pas au naufrage du Titanic. Après tout, c'était le navire insubmersible. Son ami l'a finalement persuadée de monter dans un canot de sauvetage. C'est à ce moment-là qu'elle a compris la gravité de la situation. Peu de temps après, elle a vu le navire se briser en deux. Alors que le canot de sauvetage dérivait dans la nuit, Lillian a aperçu un membre d'équipage qui avait également été secouru. Sans hésiter, elle l'a enveloppé avec son manteau de fourrure. Il faisait un froid glacial. Elle a donc probablement sauvé la vie de cet homme avec son geste. En signe de gratitude, l'homme lui offre son sifflet, qu'il avait utilisé toute la nuit pour appeler à l'aide. Cette paire de gants blancs en coton est l'un des artefacts les plus rares ayant été récupérés du Titanic. Ils appartenaient à un gentleman, dont l'identité reste inconnue. Généralement, un tissu ne résiste pas à une immersion sous l'eau pendant des décennies. Mais ces gants ont l'air bien conservés, avec des détails fins et une élégance toujours visible. On a également retrouvé une cloche d'alarme. Oui, c'est la fameuse cloche, celle qu'on a sonnée pour avertir les gens de l'iceberg. Frederick Fleet et Reginald Lee étaient honnêtes de garde cette nuit-là. Tous deux ont survécu. C'est Fleet qui a aperçu l'iceberg avant que le navire ne le percute. Ce qui est ironique, c'est que Fleet et Lee n'avaient pas accès aux jumelles. Elles étaient rangées tête dans une armoire dans le nid de pie. Cependant, la clé de cette armoire se trouvait dans la poche d'un membre d'équipage qui avait été réaffecté à la dernière minute sur un autre navire. S'ils avaient des jumelles, ils auraient repéré l'iceberg plus tôt et le Titanic aurait sûrement pu éviter la collision. Les plongeurs retrouvent non seulement les effets personnels des passagers ou de l'équipage, mais aussi des éléments appartenant au navire lui-même. Le prochain artefact est le grand escalier, dont certaines parties sont récupérées de l'épave. Il est devenu un lieu de rencontre pour les passagers en première classe. S'ils voulaient visiter les bains turcs pour une journée spa ou dîner, ils se retrouvaient à l'escalier et y allaient ensemble. Celui-ci témoigne du luxe à bord du Titanic. Un autre objet miraculeusement préservé du Titanic est son plan. Un des artefacts les plus chers vendus aux enchères, et qui fait environ 10 mètres de large. Quoi d'autre? On a également retrouvé le logomètre, un appareil utilisé pour vérifier la vitesse de navigation du navire et la distance parcourue. Les experts disent qu'à partir du départ à midi, le 14 avril, l'appareil a enregistré 268 miles marins. Et ce n'est pas tout. On a également retrouvé un énorme morceau de coque, connu sous le nom de Big Piece, et qui pèse 15 tonnes. Les plus grands hublots étaient pour les cabines, et les plus petits pour les toilettes. Cette pièce a été trouvée en 1994, mais c'est en 1998 qu'on a réussi à la remonter. Après toutes ces années passées sous l'eau, elle était infestée de vie marine, mais étonnamment, les hublots avaient toujours du verre. Imaginons que tu sois plongeur et que tu ne puisses récupérer qu'un seul de ces objets. Lequel choisirais-tu? Debout, une nouvelle journée débute dans l'ère victorienne. Voici Daphné, une londonienne typique du 19e siècle. Elle et son mari John sont des gens ordinaires de cette époque. Malgré les rumeurs courantes du 21e siècle, ils ne se sont pas mariés si jeunes. En fait, à l'époque, peu de gens se mariaient avant l'âge de 22 ans. Il serait bien plus facile de se lever s'il ne faisait pas si froid dans leur maison. Daphné et John ne sont pas très riches.
Il ne pouvait donc pas s'offrir le chauffage central de style victorien, qui consiste en une cheminée à charbon avec des grilles en fer. Pourtant, même les classes plus aisées qui en sont équipées n'ont pas spécialement envie de l'allumer, car ce type de chauffage revient assez cher. Donc, la seule chose qui empêche Daphné et les autres londoniens de geler dans leur maison est un vieux tapis. Et oui, tu ne veux vraiment pas marcher sur ce sol pieds nus. Pour couronner le tout, en raison de l'absence totale de ventilation dans les pièces, l'air de toutes les maisons victoriennes est assez étouffant. Les médecins préconisent donc d'ouvrir les fenêtres pendant la nuit pour laisser sortir toutes les mauvaises odeurs. Daphné se réveille généralement seule car son mari travaille à l'usine et doit être ponctuel. Pour cela, il fait appel au service des knocker-uppers. Ces gens se promènent dans les rues tôt le matin et tapent tout simplement sur les carreaux des fenêtres. C'est une alternative plutôt économique aux montres et aux horloges. Pour démarrer sa journée du bon pied, au moyen d'une toilette sommaire, tout ce dont Daphné a besoin, c'est d'un bol, d'un seau, d'un morceau de tissu et de savon. L'ingrédient principal est une cruche d'eau chaude pour rendre cette routine matinale plus agréable. De plus, le savon victorien ne mousse tout simplement pas dans l'eau froide. Une petite astuce, il est plus simple et moins frigorifiant de se laver le corps partie par partie. Quant aux soins cosmétiques, c'est évident, il n'y avait pas de salon de manucure. Mais même s'il y en avait eu, il n'aurait pas été très populaire auprès des femmes de la classe ouvrière. Des ongles roses et une peau douce étaient des signes d'oisiveté, laquelle n'était pas du tout au goût du jour. Au contraire, les dames nobles de l'époque victorienne avaient certaines règles pour leurs ongles. Pas de taches ni d'éraflures, les ongles devaient être ovales et aucune couleur n'était autorisée. Alors que les grandes dames utilisaient du citron pour protéger leurs mains des taches de rousseur, les femmes prolétaires comme Daphné optaient pour du saindoux afin d'adoucir leur peau. Daphné et de nombreuses autres femmes victoriennes travaillent à la maison. Non, elle n'a pas à répondre à une douzaine d'appels sur Zoom chaque jour, mais elle est plutôt douée en couture, de sorte qu'elle peut travailler en chemise de nuit comme beaucoup de gens le font aujourd'hui. Contrairement à sa femme, John travaille 16 heures par jour dans une usine, et c'est tout à fait normal pour l'époque victorienne. Mais s'il était avocat, par exemple, il travaillerait moins, de 8 heures à 19 heures. Quant aux bourgeois, ils se consacraient généralement à leurs affaires de 10 heures à 16 heures. Sans téléphone portable, John ne peut pas vraiment commander un Uber et doit donc marcher la bagatelle de 6 km pour aller et revenir du travail chaque jour. Au lieu de taxi, il y avait des calèches tirées par des chevaux. Mais ces trajets pouvaient parfois blesser les gens en raison de l'absence de suspension, d'autant que les sièges étaient étroits et inconfortables. On trouvait également des omnibus tirés par des chevaux, mais les passagers se plaignaient souvent que dès que le cheval s'arrêtait, pour un oui ou pour un non, il pouvait être facilement projeté sur la chaussée. Est-ce que tu sautes le petit déjeuner ou est-ce que tu prends quelque chose à la hâte avant de partir comme le fait John ? Si c'est le cas, tu as cela en commun avec les travailleurs de l'époque victorienne. Leur petit déjeuner dépendait souvent de l'accessibilité de leur lieu de travail. Si celui-ci était facilement accessible à pied, ils pouvaient partager un petit déjeuner copieux avec leur famille. Sinon, le repas du matin était assez rapide et plutôt frugal. Nous allons donc te proposer un petit quiz sur le petit déjeuner victorien typique de la classe ouvrière. A. Un toast à l'avocat accompagné d'un smoothie. B. Un croissant et un cappuccino. C. Un bout de pain et une boisson mousseuse à base d'orge. Wep, c'est bien du pain ou parfois du porridge, selon la région de l'Angleterre où l'on travaillait, et cette boisson à base d'orge est plus connue sous le nom de bière, dont on pensait alors qu'elle était pleine de vitamines essentielles à une autre dure journée. Par ailleurs, tout cela ne nécessitait aucune cuisson, une sorte de fast-food victorien. Cependant, beaucoup de gens préféraient le thé, et le café et le cacao ont aussi commencé à gagner en popularité à l'époque. Sur le chemin du travail, John se fait éclabousser par une calèche. « Oh, je n'ai plus qu'à aller me changer alors !» Il n'y a rien de mieux que de porter une chemise fraîche avec un soupçon de cet adoucissant au parfum fleuri, pense-t-il. Non, je plaisante. Il n'y avait pas d'adoucissant parfumé à l'époque. Sa femme Daphné n'a jamais entendu parler de machine à laver, pas plus que d'adoucissant. Et les gens n'aimaient guère faire la lessive à l'époque. La principale raison de ce manque d'engouement était que ce processus pouvait prendre jusqu'à 3 jours. Quiconque en avait les moyens payait certainement quelqu'un d'autre pour le faire. Problème numéro 1, pas d'eau chaude dans les maisons. Problème numéro 2, lorsque les gens faisaient chauffer de l'eau pour leur linge, cela accaparait toute la cuisine de la maison.
plus aucun espace libre dans la cuisine. La lessive commençait toujours par l'inspection des vêtements pour voir s'ils n'étaient pas troués afin de les raccommoder avant ce vigoureux processus de lavage. Ensuite, les vêtements devaient être trempés. Le samedi était généralement le jour de trempage. Ce processus pouvait prendre des heures, car certaines substances comme la boue se dissolvaient facilement dans l'eau. John en a de la chance, mais d'autres nécessitaient plus de temps. Le seul détachant disponible était la soude ménagère. Le lundi matin, les vêtements étaient bien trempés et prêts à être lavés. Certaines personnes utilisaient du savon sur les endroits où la graisse avait tendance à s'accumuler, comme les cols, mais le savon demeurait assez cher. Venaient ensuite les opérations de lavage, d'essorage et l'étendage de tout ce linge pour le faire sécher. Au plus tôt, les vêtements pouvaient être réutilisés dès le mardi. Cette procédure s'applique au coton, les choses étant un peu plus difficiles avec la laine. Et imagine le lavage des vêtements délicats à l'époque, comme les corsets par exemple. Les corsets serrés, par ailleurs, n'étaient pas si populaires dans l'ère victorienne. Bien sûr, certaines personnes étaient alors convaincues qu'une taille de guêpe ne pouvait être obtenue qu'au moyen de l'usage répété de corsets très serrés. Mais les femmes ne les portaient pas par effet de mode. Les médecins de l'époque pensaient que le corset pouvait aider à conserver une posture saine et qu'il contribuait à maintenir les organes internes bien alignés. Daphné n'est pas une grande fan des corsets elle-même, mais elle pourrait en coudre un. À l'époque victorienne, la couleur des vêtements dépendait parfois de la lessive. Le fait est que les vêtements blancs pouvaient être bouillis et nettoyés bien plus facilement que ceux de couleur vive. Donc les plus jeunes portaient souvent du blanc pour enlever facilement les taches si nécessaire. Plus ils grandissaient, plus les couleurs devenaient présentes. Fait amusant, le rose, en tant que version plus pâle du rouge, lequel était considéré comme une teinte forte et masculine, était destiné aux garçons. Les filles préféraient plutôt les teintes bleues. Vers les années 1940, la tendance s'est inversée et le rose a commencé à être associé aux filles. Daphné fabrique aussi souvent ses vêtements roses et bleus et gagne environ 10 shillings par semaine, comme autant d'autres couturières. Avec cet argent, Daphné peut facilement s'acquitter d'un loyer hebdomadaire de 6 shillings. Le reste, elle peut le consacrer à l'achat de nourriture ou d'autres commodités essentielles. Avec 1 shilling, elle peut acheter assez de thé pour une semaine. 5 miches de pain coûtent environ 12 pence, soit l'équivalent d'1 shilling. Bonne nouvelle pour les végétariens, 12 pence permettent d'acheter environ 8 kilos de légumes. Un sac de charbon coûte environ 1 shilling. Tu comprends maintenant pourquoi Daphné et John n'ont pas de cheminée. Personne n'a envie de brûler littéralement son argent. De plus, pour 1 shilling, John peut se payer une nouvelle tenue, au cas où ses vieux vêtements n'auraient pas résisté à ce lavage vigoureux après que la calèche l'ait éclaboussé. Pour en revenir aux installations, qu'en est-il des toilettes ? Les premières toilettes publiques d'Angleterre ont été ouvertes en 1851 et elles ont même été présentées à l'exposition universelle de cette année-là. Les toilettes victoriennes avaient généralement des tuyaux en forme de S. Leur but était de tenir les odeurs à distance, car on pensait que les mauvaises odeurs étaient dangereuses pour la santé, sans parler du dégoût qu'elles suscitaient. Mais encore une fois, il s'agissait là d'un luxe. Les appartements ordinaires et les maisons rurales avaient des installations bien moins confortables. Désolé, Daphné préfère ne pas s'étendre sur le sujet. Le soir, il n'y a bien sûr pas de télévision, ni même de lumière électrique. Dès que le ciel devient sombre, il n'y a aucun sens à rester éveillé. En fait, cela coûte même une jolie somme. Les bougies et l'huile pour les lampes n'est pas vraiment bon marché. Daphné a terminé une autre robe dans l'après-midi. Il est donc inutile de brûler une bougie. Allez, bonne nuit!